Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de PL Club dans le studio Vous Sport avec l'équipe au complet, composée de Jean-François. Salut Serge. Philippe. Salut Serge. Et puis Christian qui est à distance, qui est dans sa data room et qui va nous accompagner tout au long de cette émission avec ses modèles de jeu, avec ses informations. On va parler évidemment du week-end qui arrive, c'est la 26e journée, mais je vous propose de commencer par l'actualité et notamment le match qui a eu lieu mercredi soir pour Arsenal face à Everton. Vous étiez aux commandes Philippe et on a assisté à une véritable démonstration de la part des Gunners. À partir de la 40e minute, le moment où il y a eu de l'espace pour Saka pour inscrire le premier but sur un assist de Zinchenko, c'est très bien joué, mais ils ont dû vraiment travailler contre une défense d'Everton qui était très bien en place. Et puis il y a eu ceci, alors on ne va pas le voir tout à fait, soyez attentifs à la sortie du plan de coupe des 4 minutes. Il y a une paire de balles d'Idriss Gueye qui est dramatique. Ça permet à Martinelli de faire le 2-0 sur un assist et un vol de ballon de Saka justement. On a douté à un moment du hors-jeu, mais finalement ça a été accordé. Et puis en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de réaction du tout des Toffees. Et ça a permis encore une fois à Leandro Trossard de donner son deuxième assist quand même pour le 3-0. C'est super bien joué. Encore Ødegaard qui marque le troisième but. Et il y aura encore un quatrième but inscrit par Martinelli. On a vraiment vu une démonstration en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, l'équipe de Schöndage était très bien préparée mentalement pour affronter ce choc-là. Un seul tir d'Arsenal en 40 minutes, ça montre quand même qu'ils avaient vraiment posé quelque chose qui pouvait mettre en difficulté l'équipe d'Arteta, mais ça a explosé en 5 minutes. Et Arsenal a donc pris sa revanche sur Everton parce qu'ils avaient été battus au match aller, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Oui, il y avait un bon terrain, une bonne pelouse hier, ça aide un petit peu. Il n'y avait pas une botte de terre. Mais c'était, on va dire, une mauvaise passe pour Arsenal. Ils avaient perdu à Everton, partagé contre Brentford, perdu face à Man City. Et là, ils sont sur un 9 sur 9, ce qui les relance complètement dans la course au titre. Absolument. Ils avaient besoin de cette victoire, je pense, pour prendre ces 5 points d'avance. Maintenant, ça leur donne quand même une marge de sécurité assez importante, avec un match encore à Manchester City. Alors, on va peut-être revenir, parce que Christian nous a parlé de ce premier but marqué par Arsenal. On va le revoir et on va laisser Christian décrire ce but marqué par Saka parce que ça rentre vraiment dans le modèle de jeu que l'on présente, que vous présentez, Christian, depuis le début de la saison. On vient de voir dans le résumé les 2 derniers buts, c'est 2 fois en zone optimale où on parvient à trouver le joueur sur le flanc pour pouvoir marquer ce but avec un centre au cordeau. Et ici, on voit justement dans ce but que Martinelli, il écarte expressément pour montrer cette zone optimale. Le défenseur qui est mal orienté hésite entre la position et prendre Saka en marquage individuel ou aller vers Martinelli pour lui bloquer l'espace pour la zone optimale. Et là, en fait, il y a ce moment d'hésitation qui permet d'avoir cette alternative. Et Saka fait un contrôle orienté et peut ajuster un tir et marquer. C'est ça qui est magnifique, c'est que non seulement ils ont un système de jeu, mais en plus, ils ont l'alternative qui va avec lorsque c'est bloqué. Il reste 13 matchs à disputer, Jean-François, et là on peut dire qu'Arsenal est en position de force, a son destin entre les mains. En plus, il y a des joueurs qui viennent, il y a Thomas Partey qui a joué la deuxième mi-temps, Gabriel Jesus est à l'entraînement, il va bientôt revenir, et puis il y a des joueurs qui sont venus au mois de janvier, qui apportent un plus aussi, on pense à Jorginho, Trossard aussi, qui est vraiment très vite rentré dans cette équipe et dans les plans de Mikel Arteta. Ce que j'avais dit d'ailleurs, je pense ici dans une émission, que ma crainte c'était qu'Arsenal fasse peut-être trop de transferts à la période hivernale et que ça puisse perturber l'équilibre de l'équipe. Ça n'a pas été le cas, ça a apporté une plus-value. Donc pour le coup, c'est évidemment, ce sont des bons choix. Trossard, je pense qu'il est en train de marquer des points parce qu'un joueur n'a rien à faire offensif. Ce sont ses stats qui vont prédominer. Donc à un moment donné, s'il est à l'assist et s'il est buteur et s'il apporte vraiment quelque chose sur le plan offensif, il va évidemment concurrencer les autres. Même si j'avais entendu, parce que j'en avais discuté avec Philippe pendant la semaine, il y a une certaine forme de stabilité quand même dans les compositions d'équipe du côté d'Arsenal. Donc on verra un petit peu. Mais voilà. Et puis il y a les Coupes d'Europe qui vont arriver. Est-ce que ça va perturber quelqu'un voilà, tout reste, ça reste ouvert, même si je suis d'accord que pour City, c'est la non-continuité derrière la victoire face à Arsenal qui les a remis dans cette situation-là, quoi. Oui, et Arsenal est la première équipe qui compte dans son équipe 2 buteurs à plus de 10 buts. Saka a marqué son 10e but, Martinelli son 11e. Ça aussi, c'est important d'avoir justement plusieurs joueurs capables de faire la différence et pas compter comme City peut-être surtout sur Haaland. Oui, et puis il faut insister sur le fait aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier de semaine en semaine, que leur meilleur joueur offensif peut-être est absent pour le moment. Oui. Et ça compte.
évidemment, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il reviendra, parce qu'il était annoncé, puis finalement, on ne le voit pas. Peut-être avant la trêve internationale, c'est-à-dire peut-être pour le week-end du 18 On parle de Gabriel Jesus, mars. si quelqu'un Oui, se Gabriel pose la Jesus, question, bien sûr, comme ça, qui est voilà. blessé depuis la Coupe du Monde. Hein. Voilà, Ce qui est donc, très rassurant aussi, c'est la deuxième mi-temps où il fait monter Thomas Partey, qui a fait vraiment une très très bonne deuxième mi-temps. Alors c'est vrai qu'une équipe en face qui n'était pas très dangereuse dans son travail de récupération, mais il a un petit plus que Jorginho, je trouve, c'est une capacité à jouer des ballons vers l'avant et être lui-même éventuellement dangereux. Donc ces deux-là en alternance, c'est vraiment une clé très très forte. Et même si on n'est pas là pour parler nécessairement d'Everton, mais je trouve qu'Everton a monté des cycles de faiblesse hier qui étaient affligeants, notamment sur le plan offensif. Alors je veux bien qu'une équipe soit organisée. Enfin, quand Christian remonte le but, et je suis tout à fait d'accord avec l'explication, bien évidemment, mais il y a aussi une apathie complète du numéro 7, enfin je ne sais plus qui portait le numéro 7, mais qui lui ne défend absolument pas, mais son partenaire en difficulté, parce qu'évidemment que le gars est en difficulté, mais il est en difficulté parce que le travail n'est pas fait collectivement. Donc je trouve que cette équipe va tout droit vers la Championship. Il y a une belle course au titre, mais il y a aussi une grosse bataille, en tout cas, dans la course au maintien. Voilà pour cette victoire d'Arsenal. On reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur la victoire également de Liverpool. Hier soir, c'était sur vous Sport World et c'était face à Wolverhampton. En attendant, je vous propose de voir les 3 plus beaux buts de la 25e journée. Something special from that range, and it certainly was. Rice. Ben Rama. Paqueta in the middle. Rice. Oh, magnificent! The best of the bunch. Struck by the captain. Beyond the reach of Keylor Navas. And this game now beyond the reach of Nottingham Forest. Emerson. It's Tottenham's first shot on target. It comes right from the restart. And it's followed by Skip. Oliver Skip with an absolute blaster. It's his first ever goal for Tottenham. And what a way to do it! Un week-end avec des frappes de qualité, des beaux buts à la clé évidemment. Je vous propose de faire le bilan après cette 25e journée. Et puis maintenant, on a au moins 2 équipes en tête du classement qui ont le même nombre de matchs. Arsenal et City ont joué chacun 25 matchs, même si ce n'est pas encore le cas pour toutes les autres équipes. On attendra encore avant d'avoir le même nombre de matchs pour tout le monde. Mais Christian, on voit qu'il y a un petit changement parce que Erling Haaland a nouveau marqué le week-end passé. C'était lors de la victoire des Citizens à Bournemouth. Un chiffre rond pour le nombre de buts marqués, on est à 650, ce qui est un chiffre quand même qui est déjà pas mal pour cette époque de la saison. Par contre, voilà, oui, comme vous le dites, un but de plus pour Haaland, ça ne fait que monter, ça va encore monter, j'en suis sûr. On va arriver très rapidement à 30 buts. Toujours Kevin De Bruyne en tête du classement des donneurs d'assists et alors toujours le même nombre de victoires à domicile en déplacement et de matchs nuls. Haaland qui a battu un record, le nombre de buts marqués par un joueur de Manchester City en Première Ligue, qui était détenu avant par Agüero avec 26 buts. Il a joué 24 matchs et ce record est déjà battu. Ouais, où va-t-il s'arrêter ? Je ne sais pas où il va s'arrêter, mais on ne va pas s'arrêter, nous, trop... Enfin si, on va parler de City bien sûr, mais moi je ne comprends pas. Moi, c'est qu'on puisse le remettre en doute. Hein. La vraie question, c'est est-ce qu'il va arriver à 40 en fait ? 30, c'est sûr. Déjà battre le record en Première Ligue, c'est 32 buts par Mohamed Salah. C'était 42 il y a 2 saisons. Bon, en plus, il y a 34 journées au lieu de 38. Donc, il faudrait qu'il fasse 45 pour être vraiment au-dessus. Ouais, bon, voilà. Ok, on va parler effectivement de Manchester City qui reçoit Newcastle ce week-end. On en parle après ce clip. It's all to play for in the Premier League. City right back in the title hunt. Champions have no intention of relinquishing their crown. Newcastle trying to shake up the establishment. A brilliant goal
Euphoria all around. They have their Newcastle United back. It's Manchester City v Newcastle. Le champion en titre a 5 points de retard, mais n'a pas encore abandonné dans la course au titre. City, deuxième actuellement avec 55 points, reçoit Newcastle, cinquième avec 41 points. On va commencer par les Citizens. Voilà, on peut dire qu'ils ont retrouvé leurs bonnes habitudes en marquant beaucoup de buts. Ils l'ont fait à Bournemouth le week-end dernier, victoire 1-4. Ils l'ont aussi fait, bon, c'était un peu plus facile à Bristol en Cup. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de Cup en allant gagner 0-3 à Bristol. Ouais. Ça va du côté de City. On a un petit peu oublié les déceptions, les quelques points perdus cette dernière semaine. Leipzig, ça a été moins, en Ligue des Champions, ça a été moins évident quand même. Et Bournemouth, ça a été journée porte ouverte quand même. Notamment on peut dire que Bournemouth a joué le jeu. Ah oui, clairement. Donc, est-ce que c'est vraiment indicatif de la forme de City ? Je ne suis pas absolument persuadé. On verra contre Newcastle, ce sera quand même un match beaucoup plus compliqué à gérer, je pense, parce que Newcastle est en perte de vitesse. Et on se souvient du match aller, c'était un 3-3 incroyable, peut-être un des plus beaux matchs de la saison, où les Magpies avaient marqué 3-1, il me semble, si je me souviens bien. Oui. Donc, spectacle peut-être de nouveau. Ou pas. Le problème avec City, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que Guardiola a non plus en tête. Quand je regarde le dernier match face à Bournemouth, par exemple, je vois De Bruyne est encore sur le banc, tout comme Walker, tout comme Silva, tout comme Mahrez. Arrive la Ligue des Champions, ils n'ont jamais fait qu'un but partout en déplacement à Leipzig. Donc là, ils doivent. Et c'est une équipe qui peut les piéger en plus. Donc je trouve qu'ils ne sont pas. Voilà, il faut. Ce sera pour la mi-mars, hein, c'est pas encore pour tout de suite. D'accord, mais c'est dans les esprits. Je ne sais pas trop ce que Guardiola a réellement dans la tête cette saison. On a tellement insisté sur le fait que, ok, la compétition nationale c'est bien, mais pour lui, je pense qu'il y a un défi qui est cette fameuse Ligue des Champions. Donc à quel point ça ne leur bouffe pas une énergie supplémentaire. Et en même temps, quand on voit les compositions d'équipe, on se dit, voilà, on a l'impression que... Il laisse peut-être quelques joueurs momentanément se reposer pour arriver peut-être dans un pic de forme un peu plus tard. Enfin, je n'ai pas spécialement l'impression, pour synthétiser ce que je dis, mais que toutes ces analyses sont faites en fonction de la compétition nationale. J'ai l'impression qu'il fait en fonction de la compétition européenne. Oui, qui reste évidemment le grand objectif. Ils vont jouer beaucoup de matchs parce qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Angleterre aussi. Ils vont jouer contre Burnley, ça c'est amusant quand même. Le retour de Vincent Kompany à City, ce sera un événement. Ils vont avoir un match reporté aussi parce que ce tour de Cup se joue pendant le week-end, donc ils vont se retrouver avec un match de moins que Arsenal, qui pourrait du coup prendre 8 points d'avance. C'est clair, il reste 2 mois et demi, 3 mois de compétition. Ils vont jouer 2 fois par semaine jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, s'ils se qualifient en Ligue des Champions. C'est normal aussi qu'ils fassent tourner, j'ai l'impression, parce qu'il y a de la fatigue. Oui, d'accord, mais au-delà de tourner, j'ai le sentiment que, c'est un feeling qui s'exprime sur ce que je vois, des déclarations, mais qu'il y a ce truc de je veux remporter cette Ligue des Champions, quoi. C'est plus présent que les autres années, et comme il voit Arsenal qui... parce que finalement, quand on voit... il y a ce fameux match contre Arsenal où on se dit c'est le tournant, il l'emporte 1-3. Ouais. Donc il reprend la première place. Il montre qu'ils sont, entre guillemets, les meilleurs, je mets des guillemets. Et puis patatras, ils vont à Nottingham et là, ils se plantent. Bon, Christian, difficile de se mettre dans la tête de Pep Guardiola, mais par contre, on peut se mettre dans la tête des spectateurs qui vont notamment à l'Etihad Stadium et qui voient à chaque fois du spectacle. Oui, on voulait changer la perspective quand on a préparé cette émission et on voulait le voir aussi où, dans quel stade et quelles équipes apportaient le plus de spectacles, ce pourquoi finalement les gens payent pour voir des buts. Et on voit quand même que c'est dans le stade de Manchester City qu'il y a le plus de spectacles, puisqu'on y a marqué 41 buts pour Manchester et 13 pour les adversaires, dont on est 54 buts. Suit alors Arsenal avec les 4 buts en plus depuis hier, puis à Tottenham. Et puis regardez, pour pouvoir présenter ce match contre Newcastle, on est descendu un peu plus bas, vraiment beaucoup plus bas. Et dans le stade de Newcastle, pourtant, qui a vraiment une ferveur incroyable, on n'a marqué que 27 buts, ce qui est la moitié des buts marqués dans le stade de Manchester City. Ça veut dire en fait finalement que le spectateur de Newcastle paye 2 fois plus pour voir un but en Première Ligue. Et donc, voilà, c'est un peu aussi la conséquence des mauvais résultats et c'est un peu aussi le téléspectateur, le spectateur ou le fan de Newcastle qui paye les pots cassés. En fait. Et des Citizens qui ne se contentent pas de faire le spectacle à domicile parce qu'ils savent aussi le faire évidemment en déplacement. On l'a vu le week-end dernier avec les 4 buts marqués à Bournemouth. Oui, avec une défense quand même de Bournemouth qui a un peu facilité les choses. Quand on donne des opportunités à une équipe comme celle-là, forcément, ils ont les moyens de terminer cela. Haaland, son 27e but. A été maladroit sur la première action, on va dire.
faut trouver un moyen de le critiquer un peu de temps en temps. Mais bon, son 27e but, il était là pour son nouveau record. Après, il y a eu des pertes de balles aussi dans les relances, encore une fois. Et, je ne sais pas combien de fois Christian nous l'a déjà signalé, dans tous les championnats du monde, on fait des exploits même parfois dans certains championnats aujourd'hui sur ce genre de balles. Mais si Bournemouth fait ça, ils vont avoir beaucoup de mal à terminer la saison aussi. Effectivement, Bournemouth, c'est une des autres équipes avec Everton à se battre pour le maintien. Christian, on voit que la moyenne de buts par match a de nouveau augmenté et que cette équipe a retrouvé toute sa force offensive. Oui, on a fait des groupes de 9 matchs. Les 9 premiers matchs, il y avait 3,7 buts en moyenne par match. Et puis après, c'était descendu dans les 9 suivants. Ils avaient eu énormément de difficultés. On en avait parlé. On était descendu à 1,5, chose qui doit être probablement la moyenne la plus basse pour une équipe de Guardiola. Et puis maintenant, ils remontent progressivement. Maintenant, il faut quand même mettre entre parenthèses, comme disait Philippe, qui n'était pas persuadé non plus exactement de la qualité de Manchester City et de ce que ça relève aujourd'hui dans les matchs, mais c'est vrai que c'est toujours quand même contre des équipes de bas de classement où ils font des cartons, et donc ça demande quand même un peu de justification et de montrer des choses aussi dans des matchs où l'enjeu est plus important. On ne peut pas dire qu'il y ait le même spectacle du côté de Newcastle, mais ce n'est pas le même parcours non plus. Il y a un an, cette équipe luttait encore pour le maintien. Edio a mis les bases, a vraiment fait une bonne mise en place, notamment défensive. Et c'est quand même l'équipe qui, cette saison, a le moins perdu de match. 2 défaites seulement, et c'était 2 fois en plus face à Liverpool. Oui, mais c'est une équipe aussi qui n'avance plus beaucoup en 2023. Si on regarde le dernier match... Une victoire en Première Ligue en 2023. Et le dernier match de 2022, c'était déjà un match nul contre Leeds. Donc c'est une équipe qui... est un petit peu toujours dans l'organisation. Là, je rejoins ce que Christian a dit tout à l'heure. Je pense que les bases de l'ADN de l'équipe, de l'entraîneur, de ce qu'il a voulu poser, c'est l'organisation défensive. Et puis, aujourd'hui, cette équipe continue à être sans doute bien organisée, va donc encore prendre des points, va donc encore gêner des équipes. Même pour City, ce ne serait pas nécessairement un match facile, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le step suivant, c'est-à-dire pour aller chercher les équipes qui luttent vraiment pour la Ligue des Champions. Là, il faut un petit plus, il faut quelque chose en plus. On l'a déjà assez expliqué dans l'émission. Oui. On peut, selon le schéma de jeu qu'on a, on peut presque dire qu'on est dans telle ou telle partie du classement, parce qu'ici, il leur manque un petit truc. Et on le voyait déjà, je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, quand j'étais venu à l'émission, on avait déjà souligné le fait qu'on voyait que Newcastle était un peu en train de s'essouffler. Voilà, de s'essouffler, de faire un peu de surplace. Et il y a aussi une dépendance qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, c'est la dépendance à Bruno Guimaraes, qui était absent assez longtemps. Et je pense qu'ils n'ont pas gagné un seul match de la saison quand il n'était pas sur le terrain. Et c'est vraiment une des clés du système de Dio, à la fois pour garantir la défense, mais aussi pour permettre à cette équipe de se reconvertir offensivement. C'est vraiment un joueur relais très très important. Quand il est là, ça va beaucoup mieux. Le constat, Christian, est que Newcastle était une équipe qui perd peu, mais qui ne gagne pas énormément non plus. Non, il y a une fausse idée en fait par rapport au partage. Je pense que psychologiquement, pour une équipe, pour un staff, pour les supporters, on aime bien dire « nous sommes invaincus depuis 5 matchs, depuis 6 matchs ». Le problème, c'est que quand la majorité de ces matchs se terminent par des partages, en fait, quand on est dans des équipes du haut de classement, un partage, c'est 2 points de perdus. En bas, pas. Quand on est en bas de classement et qu'on prend un point et qu'on a l'habitude de perdre, prendre un point, c'est bienvenu. Mais ici, regardez, cette saison, c'est 2 défaites, 11 partages. Ça veut dire qu'en fait, il y a 28 points de perdus en fait, sur l'ensemble de ces 13 matchs. Et quand on voit Manchester City qui a le double de défaites, mais seulement que 4 partages, en fait, ils n'ont que 20 points de perdus. Donc, ils ont 8 points de moins. Donc, ça signifie en fait qu'aujourd'hui, avec le système à 3 points, il faut faire attention de ne pas croire que le partage est un bon résultat pour des équipes du top. Dans la plupart des cas, c'est une perte de points et ça se remarque au classement puisqu'ils descendent progressivement. Bon, ils sont toujours en course pour le top 4. Ils ont 4 points de retard sur Tottenham et 2 matchs de moins parce qu'ils ont aussi joué le week-end dernier la finale de la Coupe de la Ligue, perdue, une finale de plus perdue pour Newcastle. C'est quand même une belle démonstration ce qu'on vient d'avoir. Oui, absolument. C'est une belle explication sur... Et symboliquement, le match contre City, encore une fois, au match aller, c'est la démonstration de ce que vient de dire Christian, puisqu'ils menaient 3-1, ils font un match nul 3-3, ils perdent 2 points ce jour-là, et City en gagne 1 dans cette rencontre-là. Bon, en tout cas, c'est la meilleure défense, 15 buts encaissés. Qui va jouer contre la meilleure attaque, c'est celle de Manchester City. Mais par contre, c'est une équipe, Christian, qui ne marque pas assez. La différence, elle se fait là. Le jour où Newcastle parviendra à être beaucoup plus efficace devant le but adverse, c'est une équipe qui pourra peut-être aller, pourquoi pas, jouer le titre. Il n'y aura peut-être plus le même équilibre. Oui. Non, mais... Oui.
Mais Serge, vous savez, le système, on l'a montré souvent, le système de jeu, le modèle actuel est le modèle d'une équipe qui joue dans le milieu de classement et qui surprend avec une bonne assise défensive et avec de la reconversion rapide et un passage par l'axe. Quand on est dans le top 4, on est obligé de marquer des buts dans le camp d'adversaire. Or, aujourd'hui, cette équipe ne marque pas sur centre et marque 12 buts ou 13 buts sur toute la saison sur jeu dominant placé. Donc, le plan A, le plan de base, n'existe pas dans une équipe qui va jouer le top 4. Donc, il faut changer. Et lorsqu'on voit comme le classement des buteurs actuellement, on voit qu'en 2023, et vous le voyez avec la petite astérix et les chiffres en noir, eh bien, regardez, c'est le bilan des buts marqués en 2023. C'est 3 buts. Impossible. Effectivement. Et pourtant, on l'a vu au match aller, vous en avez parlé Philippe, cette équipe est capable de faire le spectacle, en tout cas de marquer des buts parce qu'il y a des joueurs de qualité. On va revoir les 3 buts qu'avait marqué ce jour-là Newcastle avec Almiron, avec Wilson. Almiron qui jouait bien, en tout cas sur la première partie de saison, là, qui marque un petit peu moins, on l'a vu, un seul but, mais c'est une équipe qui a le potentiel quand même, qui a des joueurs de qualité, de talent. Il y a Isaac aussi maintenant qui vient se rajouter, même s'il a été blessé. Un stade fantastique, un public fantastique qui attend ça depuis des années. Et dans ce match-là, ça avait été terrible comme ambiance dans la rencontre, mais ils vont avoir besoin de ça pour les galvaniser maintenant dans tous leurs matchs à domicile. Ils doivent tous les gagner pour espérer le top 4, je pense. Ouais. En même temps, c'est important de parler de matchs à domicile et à matchs à l'extérieur. Je regardais un petit peu sur les matchs à l'extérieur. Autant c'est une équipe qui peut enthousiasmer son public, qui a besoin de son public, etc. Autant c'est une équipe qui, à l'extérieur, reste quand même dur à battre. Oui. Extrêmement dur à battre. Beaucoup de partage. Et beaucoup de partage, mais aussi si vous prenez les 35 buts marqués, ils en mettent 16, c'est-à-dire qu'ils mettent plus de la moitié des buts quand ils vont jouer à l'extérieur. Enfin, plus la moitié, presque la moitié. Oui, enfin, presque la moitié. Mais quand ils vont jouer à l'extérieur, ça veut dire qu'on aurait pu avoir un décalage beaucoup plus important en disant, tiens, c'est une équipe qui défend, donc quand elle va à l'extérieur, elle défend. Non, elle défend, mais elle va placer des contres et elle va, voilà. Alors qu'à domicile, il n'y a peut-être pas suffisamment de plan B pour marquer plus de buts et être plus enthousiasmant à domicile. Et on va laisser à Christian la conclusion de ce premier match du week-end. Donc, rendez-vous samedi 13h30 du côté de l'Etihad et ce sera aussi évidemment sur Divertissez-vous. Christian, la conclusion. Une équipe qui défend bien et puis une équipe qui marque beaucoup, mais qui marque un peu moins contre des équipes du top. Donc voilà, on espère retrouver le même spectacle qu'au match aller, mais voilà, ça va. En tout cas, ça va valoir la peine de regarder quels sont les modèles que les entraîneurs vont utiliser. Et puis ce sera important aussi pour City de gagner parce qu'il faut mettre la pression sur Arsenal. Arsenal qui jouera dans l'après-midi face à Bournemouth, que City vient de battre avec marquant 4 buts. C'est un peu la logique ces dernières semaines. Ils se succèdent face à City et à Arsenal. Voilà, c'est intéressant. Bournemouth, journée porte ouverte de nouveau peut-être contre les Gunners. Qui joue 2 fois de suite à domicile, c'est important aussi, je pense. Réponse samedi. On va s'attaquer à la deuxième affiche du week-end, affiche prestigieuse parce que les 2 clubs les plus titrés de l'histoire du championnat et de l'histoire du football anglais s'affrontent. C'est Liverpool face à Manchester United. The biggest fixture in English football. The fiercest rivalry in world football. And he's off. Liverpool. Can you believe it? And Manchester United. It's brilliant! Prepare for blood, sweat and tears. Salah finishes beautifully. Rashford, he's done it again! Liverpool versus Manchester United. Alors on use et abuse parfois du narratif, un petit peu tous les week-ends qu'on vous dit que c'est la plus grande rivalité du football anglais, sauf qu'ici, cette fois-ci, c'est vrai. On vous le jure, on vous l'assure, Liverpool face à Manchester United, c'est quand même le match de l'année, que ce soit match aller ou match retour. C'est les rouges contre les rouges, quoi. Oui, c'est les rouges et puis les diables rouges. C'est bouillant, oui, absolument. Et c'est là depuis une éternité, en fait. Oui, c'est 20 titres pour Manchester United et 19 grâce au titre gagné il y a 3 ans pour Liverpool. Et puis on rappelle qu'il y a 60 km entre les deux villes, c'est en plus une rivalité régionale, une rivalité historique, donc c'est de toute façon un grand rendez-vous. Et si on fait du narratif, on peut rajouter que, parce que chaque week-end on peut aussi dire c'est un week-end important. Que c'est sur vous Sport World. Oui, ça aussi. mais quel week-end important pour les 2 équipes. C'est-à-dire que Liverpool, et on aura l'occasion de s'attarder là-dessus dans un instant, mais chasse ce top 4. 6e avec 39 points. Avec un match en moins. Avec un match en moins. Que le 4e.
Oui, et que Manchester est 3e avec 49 points. 2 équipes en plus qui montent en puissance la dernière semaine. United qui a en plus gagné face à Newcastle la Coupe de la Ligue le week-end dernier. Quelle semaine pour les Red Devils, qualifiés face au Barça, la Coupe de la Ligue, qualifiés face à West Ham en Cup et maintenant ce match à Liverpool. Si Manchester perd, ça veut dire qu'il reste à 11 points d'Arsenal avec le même nombre de matchs, même si Arsenal jouera encore... c'est quasiment la fin pour les espoirs de titre. On les replaçait dans la course au titre. S'ils perdent contre Liverpool ce week-end, c'est fini. Par contre, si Liverpool gagne, eux, ils se relancent clairement pour aller gagner une place dans le top 4. Et s'ils perdent... Et pour Liverpool, soyons clairs, c'est à peu près le seul objectif encore accessible en cette fin de saison. Moi, je les vois pas. Ils sont plus en Cup. Non, puis ils vont être éliminés normalement, sauf remontada en Ligue des Champions. Voilà. Donc ils vont redevenir dangereux. Sinon que cet objectif-là, plus d'autres matchs à jouer. Ils l'avaient fait il y a 2 saisons. Vous avez eu un gros coup de mou et puis ils avaient gagné beaucoup de leurs derniers matchs, en tout cas, pour se qualifier in extremis. C'est clairement l'affiche du week-end, en tout cas. C'est l'affiche du week-end. Ce sera dimanche à 17h30. On l'a dit, ça va mieux, Christian, du côté de Liverpool, parce que le début 2023 et même la fin 2022 a été très compliqué pour les Reds. Oui, on a ressorti ce qu'on avait expliqué après les 3 matchs ou les 4 premiers matchs de cette année 2023. Et on avait trouvé un modèle défensif, mais alors exécrable, avec énormément de problèmes. Regardez, vous vous souvenez, Serge, les 9 premiers buts encaissés en 2023. Regardez le nombre de buts encaissés sur jeu direct, le nombre de buts sur phase arrêtée. Donc, c'était probablement un gros problème de concentration. 2, que faire lorsqu'on doit se contre-convertir? Et puis voilà, maintenant, depuis lors, depuis cette fameuse infographie, regardez, c'est 4 clean sheets. 4 clean sheets. Donc, voilà, ça relance toujours le débat qu'on a de temps en temps. C'est est-ce qu'ils savent ce qu'ils font à ce moment-là? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font quand ça ne va pas? Ben là, en tout cas, pour le moment, le bilan, il est parfait, quoi. Avec 4 clean sheets et 0 but encaissé, c'est vraiment magnifique. Donc, les problèmes sont résolus. Donc, bravo, Klopp. Un petit bémol, parce qu'entre ces 4 rencontres, il y a quand même le 2-5 face au Real Madrid, mais c'est une autre compétition. Ouais. Et puis, il y a quand même Van Dijk qui revient. Il y a une stabilité nouvelle. Matip a quand même posé beaucoup de problèmes, je pense. En tout cas, quand il jouait sans Van Dijk dans l'équipe... on sentait vraiment une fragilité terrible. Et là, s'ils ont fait 4 matchs sans encaisser, forcément, il y a une raison. Le Real, c'est autre chose, c'est clair. C'est pas le même genre d'équipe non plus qu'Everton ou Wolverhampton, c'est évident. 2 questions quand même concernant Liverpool. Je trouve quand même qu'on a tellement mis en exergue les flancs de Liverpool. Robertson était quand même sur le banc hier. Et puis, je trouve que de l'autre côté... Vous savez quoi? On va lancer les images des buts marqués parce que Liverpool jouait mercredi soir face à Wolverhampton. Et c'était une belle revanche, en tout cas, pour les joueurs de Jürgen Klopp, parce qu'ils avaient été balayés 3-0 il n'y a pas si longtemps. Mais ils ont galéré, franchement. Oui. Ils marquent dans les 20 dernières minutes. Oui, c'était un match où je trouve de nouveau les idées et la solution vient sur phase arrêtée avec Van Dijk. Mais il y a 2 choses que je voudrais dire par rapport à ce match-là. D'abord, Robertson qui est sur le banc et franchement, Alexander-Arnold coupable de beaucoup d'erreurs, je trouve. Erreurs défensives. C'est pas un défenseur, en fait, Alexander. Relance et des choses un peu... voilà. Et puis, la deuxième chose qui ne me convainc pas du côté de Liverpool, alors, on va voir dans les semaines qui vont venir, mais je ne suis pas totalement convaincu par leur milieu de terrain. Et on sait que là, il y a quelque chose sans doute qui doit se passer durant le mercato d'été, peut-être, on ne sait pas très bien. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi penser aujourd'hui de l'association Bajcetic-Elliott, par exemple, au milieu, avec Fabinho derrière, que je trouve dans certains matchs en grosse difficulté. Voilà, c'est un secteur de jeu qui ne me rassurerait pas si j'étais supporter de Liverpool pour la fin de saison. Maintenant, là où ça va un peu mieux, c'est qu'il récupère des forces offensives et que ça lui permet de... Voilà. Mais dimanche, l'entre-jeu face à Casemiro qui sera là, ça va être la clé, je pense, de la rencontre. Parce que est-ce qu'il va oser mettre 2 jeunes joueurs comme Elliott et comme Bajcetic, alors qu'il y a des cadors, mais qui ne répondent peut-être pas c'est toute la question. À l'attente. C'est pour ça que je dis, j'ai un point d'interrogation sur ce secteur-là du jeu. Anderson pourrait éventuellement jouer. Je trouve quand même que Fabinho a été en difficulté. On parlait du Real il y a un instant. Il a même mis Milner dans un des derniers matchs. Oui, Milner aussi. Enfin voilà, on sait que c'est à cet endroit-là qu'il y a un truc qui... C'est le secteur qui pose problème cette saison. Qui est compliqué. Parfois même peut-être dans les problèmes que Christian a évoqués tout à l'heure, les buts encaissés début 2023 comme ça sur des transitions ou des attaques rapides. C'est peut-être là aussi que le bas blesse. En tout cas, je ne les ai pas trouvés, même dans le match d'hier, super convaincants.
là au milieu et sur les flancs où ils étaient toujours très dominants. Mais le résultat comptait. Et surtout Mais pas le résultat contre- important, hier. surtout pas dans le match contre Crystal Palace où ils font 0-0. Bon, ils touchent deux Ça, fois c'était le la week-end latte. dernier. C'était le week-end dernier, mais c'était atroce. Franchement, défensivement. Il y a eu beaucoup Frédéric d'erreurs et Palace était Fred maladroit Vasseur, parce qui qu'ils auraient dû commentait en le match, m'a dit profiter. après, bah écoute, t'as l'impression qu'il y a des joueurs, ils demandent qu'une chose, c'est d'être remplacés dès le début de la rencontre. Et il pensait à Alexander Arnold notamment. Tout n'est pas réglé, hein. C'est vrai qu'ils Non, ont. ça va mieux, mais il y a encore pas mal de Bien points sûr. d'interrogation. United, par contre, est dans une période faste avec, on l'a dit, ces victoires, cette qualification face au Barça, la victoire en Coupe de la Ligue, la qualification en Cup. C'est un club aussi qui est quand même dans le top 3 et toujours considéré comme un candidat au titre, même s'ils ont un petit peu de retard sur City et sur Arsenal. Bon, on va quand même trouver un petit bémol. Christian, en tout cas, c'est vous qui l'avez déniché en regardant les résultats de l'équipe d'Eric Ten Hag. Oui, et surtout en déplacement, parce qu'il y a un nombre incroyable de buts encaissés en déplacement. Et quand j'ai regardé ce fameux classement, regardez, ce sont tous les matchs à l'extérieur et contre les équipes du top 12. Donc, il y a une victoire à Fulham et tout le reste, il y a 3 buts encaissés à Arsenal, 6 à Manchester City, 4 à Brentford, 2 à Aston Villa et encore un but à Chelsea et un but à Crystal Palace. Donc, les résultats ne sont pas bons. Et c'est en fait dans la même lignée de ce qu'on expliquait avec Brentford, c'est qu'en fait, on peut se retrouver dans le top 6 ou très proche du top 6 en ayant un bilan en déplacement qui est catastrophique. Voilà, c'est un élément dont il faut tenir compte parce que je pense que, puisqu'on parle de narratif, je pense que quand on parle aux joueurs tous les jours, on peut leur dire finalement, les gars, c'est pas grave, on est 4e ou on est 5e, mais on peut avoir des résultats catastrophiques contre le top 12 en déplacement. Et là, c'est pas n'importe quel déplacement, alors c'est Anfield. Non, bien sûr, je comprends évidemment qu'on puisse aller chercher dans les chiffres des choses qui donnent ces informations-là. En même temps, 2023, c'est une défaite, c'est une qualification contre le Barça en Europa League et c'est un trophée remporté qu'il n'avait plus remporté depuis 2017. Donc, il faut tout. Et alors, je trouve aussi une observation qui, moi, m'a marqué, c'est que, et tout ça, avec, je crois, sur les 4 derniers matchs joués, une défense qui change 3 fois. Il ne met pas les mêmes associations de joueurs. Il a joué avec Martinez-Varane, il a joué avec Shaw Maguire, il a joué avec Martinez-Lindelof. Donc... oui, parce qu'il y a beaucoup de matchs aussi et qui doit aussi faire tourner. En plus, Casimiro a été suspendu. Voilà, Casimiro a été suspendu aussi. Donc, mais quand même... Si on s'applique à 2023, l'état de forme de 2023, voilà, éliminer le Barça, je pense que c'était le gros match de l'Europa League. Ils y sont parvenus, c'est le Betis qui sera le prochain objectif. La finale à remporter, c'est fait. Donc c'est un trophée quand même malgré tout. Et en championnat, ils sont bien positionnés. C'est le match clé de ce week-end. En fait, on revient au match clé de ce week-end où pour eux, ils doivent maintenant passer à la vitesse supérieure s'ils veulent aller chercher ceux qui sont au-dessus. C'est aussi l'occasion pour eux de montrer ce qu'a souligné Christian, qui n'est plus là, à savoir cette faiblesse en déplacement face à des équipes du top. Tout à fait, c'est une belle prouver occasion. qu'ils sont capables d'aller gagner à Liverpool dans ce match-là. Ouais. C'est un très très belle Oui, opportunité. mais je suppose que Christian a fait son observation sur l'ensemble, enfin, je peux lui demander peut-être, mais Ouais, bien sur sûr. l'ensemble de la saison. Et principalement sur la Oui. première partie de saison, je pense, non ? Dans ces matchs. Oui, bien sûr. Et de toute façon, il y avait un point positif qu'on évoquait avec Serge dans la préparation, c'est que c'est une équipe il n'y a que 2 matchs de saison où elle n'a pas marqué. Donc et dont 1-0-0, donc c'est vraiment pas mal. Mais le truc qu'il y a, c'est essayer de comprendre en fait que on a une équipe comme Newcastle qui ne marque pas, mais qui encaisse très peu. L'autre, on a une équipe qui marque pratiquement dans tous les matchs, mais qui encaisse beaucoup. Et finalement, au bout du compte, ils sont pratiquement au même ranking au niveau de la saison. Donc, c'est très intéressant de voir en fait les différents modèles et qu'il y a différentes formules pour pouvoir arriver aux objectifs. En tout cas, il y a un joueur qui crève l'écran, c'est évidemment Marcus Rashford. Depuis le retour du Qatar, en tout cas pour lui, il est phénoménal. Oui, je trouve qu'il a... Est-ce que c'est pas le meilleur joueur actuellement en première ligue Oui. Il y a Alain qui marque beaucoup aussi, mais moi, il y a un petit truc en plus chez Rashford. Alors, je vais aller au-delà de ça. Je trouve que sur ce qu'on voit maintenant, moi, je le trouve à la hauteur de joueurs aujourd'hui. Enfin, il y a match avec Mbappé dans l'esprit aujourd'hui, dans les qualités individuelles de l'un ou de l'autre. Oui, et puis c'est pas le même championnat. Je trouve... Non, d'accord. Ils sont affrontés à la Coupe du Monde. C'est quand même non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a match match dans le sens où, ces 2 profils de gars, ils vont vite, ils marquent, ils ont... Enfin, je dis, c'est vraiment intéressant de voir
je suppose qu'il a été libéré par le départ de Cristiano Ronaldo ou que c'est l'entraîneur qui a trouvé les mots justes. Il n'a pas toujours été aussi performant. Il paraît que c'est un charmant garçon, je n'en sais rien, je ne l'ai jamais rencontré. Mais voilà, oui, là, il s'éclate. Et en même temps, quand on regarde l'équipe de Manchester, il y a d'autres endroits peut-être où il y a... voilà, est-ce que finalement, d'autres éléments de l'équipe ne font pas que lui... ça lui fait du bien. S'exprimer, effectivement. Ça peut être Weghorst, ça peut être Garnacho, ça peut être... voilà, qui fait que il est le vrai leader d'attaque. Les choses sont claires. C'est clair en termes de chiffres, Christian. Marcus Rashford a un bilan quand même assez impressionnant depuis le retour de la Coupe du Monde. Ah oui, de toute façon, lui, il a été le grand bénéficiaire de l'écart, enfin du départ de Ronaldo. Et donc, on sait que le système de jeu de la mise en place, c'était surtout de profiter des longs ballons, comme vous le voyez, donc avec cette flèche qui vient de très loin, où il a été en face à face. Il avait marqué 4 ou 5 buts post-Coupe du Monde comme ça. Mais, comme disait Jean-François, maintenant, il bénéficie aussi de l'apport et du système de jeu qui évolue, puisqu'il a marqué sur un corner suite à une combinaison travaillée avec un tir en rectangle. Il a marqué 2 fois de la tête sur des centres. Il a marqué des buts au cordeau, donc il est très très complet et il n'est plus simplement le joueur de la reconversion rapide ou de l'attaque rapide ou des ballons qui viennent de loin. Donc il est en forme, il s'éclate comme dit Jean-François, il a bénéficié donc de ce départ de Ronaldo et il a la confiance de ses partenaires et je trouve que ça va être vraiment un joueur très important pour la suite de la compétition pour déterminer une place au niveau européen grâce à son apport offensif. On a pris ces 2 buts, les deux derniers buts marqués en Premier League, c'était face à Leicester. Et on s'est dit, tiens, on avait vu que Liverpool cette saison avait un petit peu mal lorsque le bloc était haut à se retourner. Et là, on a un joueur qui profite justement parfaitement des espaces et d'un bloc défensif qui laisse un petit peu d'espace dans son dos. C'est peut-être ça la clé du match dimanche. Oui, non, encore une fois, l'entrejeu, si on laisse passer des ballons comme ça dans le dos de la défense, ça va être très très dur pour Liverpool, surtout avec des ailiers comme Alexander-Arnold qui sont en difficulté sur les ballons dans le dos et qui ont vraiment du mal à se retourner. Si Rashford joue de son côté, il va souffrir, je crois, ça, le dimanche. Allez, on va ajouter un narratif de plus. Ce sera Rashford d'un côté, Salah de l'autre. C'est pas mal. Oui, je trouve. Rashford est un petit peu plus en réussite, on va dire pour le moment. Il a quand même une vingtaine de buts cette saison. Salah sur toute compétition. remonte en termes de performance. Je trouve que ces matchs ont toujours été faits. Il a toujours essayé de faire le mieux possible. On peut rien le reprocher dans son engagement, mais il était en manque de réussite. Là, je trouve qu'il a retrouvé un peu de réussite ces dernières semaines. Mais non, Rashford, c'est super intéressant, mais je trouve que ce que Philippe dit est très, très ciblé aussi et très juste aussi. C'est-à-dire que le match risque évidemment de se passer dans un duel. En fait, si on veut simplifier les choses et qu'on dit est-ce que Rashford va plus vite aujourd'hui que Konaté ou Van Dijk, oui, probablement qu'il va plus vite. Mais le problème, c'est comment je veux dire, on va essayer de... Comment est-ce que sa vitesse va être exploitée? Voilà, et comment collectivement Liverpool va résoudre le problème pour essayer de ne pas laisser cette situation se produire. Voilà, c'est ça la clé du match. Mais évidemment que la course pure, je crois que sur 100 mètres, il n'y a pas photo. Il bat tous. En tout cas, c'était un super rendez-vous pour ce week-end. Et donc, voici les rendez-vous au complet, en tout cas, de cette 26e journée de Premier League. Ça commencera samedi 13h25. Manchester City face à Newcastle. Goals of the day, c'est un petit peu votre carré. Pas privé, mais protégé en tout cas. Sera avec son terrain de jeu. Son terrain de jeu, on va le dire comme ça. Votre pelouse à vous. On va jouer avec Frédéric Wassège ce samedi. On change un peu. C'est un peu différent. Ce sera Arsenal-Bournemouth. Et ce sera Arsenal-Bournemouth, le fil rouge. Samedi soir, Southampton-Leicester. Bon, il faut aussi parler du maintien. Ouais, Southampton, mais je ne sais pas. Quand je regarde le classement, je me demande il faut vraiment descendre très bas, effectivement, tout en bas même. Nottingham Forest Everton, toujours avec le maintien comme objectif, en tout cas comme fil rouge. Liverpool Manchester United. Là, je serai aux côtés de Bruno dimanche. Jean-François et Bruno aux commentaires de ce gros rendez-vous du week-end. Et puis lundi soir, ce sera un derby londonien pour clôturer le week-end. Un de plus, comme chaque week-end en fait. Absolument. Il n'y a pas toujours du Monday Night Football, mais quand c'est le cas, on en profite, bien sûr. Voilà pour ces rendez-vous. L'émission se termine. N'oubliez pas de nous retrouver sur les différents médias sociaux de Vous Sport. On ne peut que vous souhaiter un excellent week-end avec Jean-François, avec Philippe. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Christian, bien sûr. Merci à tous. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Riyad Mahrez
of the very top drawer. Eze comes on and makes the difference. And he's in there once more, Mitoma! Hunter, always powerful, always lively. Son, he's done it again. Magnificent James Ward-Prowse. And it's Chris Wood who scores for Nottingham Forest. Marcus Rashford fires Manchester United in front.